Bonjour Stéphane Arinoukhossou. Bonjour Carole Olaye, bonjour à Moïse Novillon, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Arinoukhossou, qui est bien frais ce matin quand même, et bonjour également aux téléspectateurs et auditeurs d'Espoir FM. Moïse qui me jette des fleurs ce matin. Je ne dis rien. Ça augure quand même une très belle émission. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti. J'aurais préféré que ça vienne d'une femme. Voilà, la femme n'a pas eu la volonté, je dirais, ou n'a pas bien observé ce matin la fraîcheur de Stéphane Arinoukhossou. Alors nous allons sans plus tarder démarrer avec le tout premier sujet politique, présidence du parti Les Démocrates. Éric Rondeté relance la bataille juridique. Alors ce sera le tout premier sujet à aborder dans la deuxième rubrique de cette émission. C'est une information relayée par le quotidien Fraternité. Alors, Stéphane Arinoukhossou, une nouvelle guéguerre qui reprend à la tête du parti Les Démocrates. Est-ce que c'était prévisible selon vous? Oui, parce que on peut se dire que vu la détermination que Éric Rondeté avait affichée, il serait peut-être difficilement concevable d'admettre l'idée qu'il savourait vaincu aussi facilement. Cette relance-là de cette bataille judiciaire montre peut-être que son silence a été plus ou moins stratégique, puisqu'on était en pleine campagne électorale. Il n'a certainement pas voulu foncer droit, il a voulu laisser cette période passer avant de reprendre cette bataille-là. Et ma position sur le sujet, même si Moïse ne l'a jamais partagé avec moi, reste la même. J'estime que Éric Rondeté est quand même cette figure-là qui devrait, à mon sens, je ne suis pas le juge qui va statuer, qui devrait légitimement prétendre à ce poste du président du parti, parce on connaît ses performances, on connaît tout ce qu'il a pu faire pour être là. Mais malheureusement, pour des raisons internes et pour d'autres raisons qu'on ne maîtrise pas toujours, ils ont voulu l'évincer, le pousser jusqu'à la porte, ce qu'il ne veut visiblement pas. Mais moi, en attendant que, puisque c'est le 18 juin, ils ont dit, ou le 28, je ne sais plus trop, en attendant que le juge ne statue définitivement sur la question, moi j'ai une préoccupation. Parce que il faut être conséquent. Les dynamiques ont évolué. Éric Rondeté, on connaît désormais sa position politique. Il est plus ou moins proche de la mouvance présidentielle. Donc, il ne l'a pas caché. Il n'est même plus ou moins proche. Il est dans la mouvance présidentielle. On l'a vu au soir des résultats. Donc, il est avec, aujourd'hui, la mouvance présidentielle. Il est avec le président Romuald. Alors, quel intérêt de poursuivre encore Wadaï. Alors, par rapport à ça, je me dis, si on devrait être conséquent et linéaire dans l'action, je me demande s'il avait encore besoin de faire cette relance-là. S'il fait cette relance, ça voudrait dire quoi? S'il gagnait, on est dans l'hypothèse qu'il gagne la bataille. S'il gagne la bataille, est-ce à dire que le parti Les Démocrates va virer dans la mouvance présidentielle? Je ne comprends plus. En vrai, je ne comprends plus cette... Où il redeviendra opposant. Où il redeviendra opposant, ce qui serait totalement déphasé ou incompris. Donc, à vrai dire, je ne sais pas la logique dans laquelle il s'inscrit en relançant cette bataille judiciaire. On va attendre de voir
de voir la suite. Peut-être que s'il était resté dans l'opposition, je me dirais qu'il est en train de faire cette bataille là pour gagner les honneurs du chef de file de l'opposition et tout ça, mais là, je ne sais vraiment plus. Alors Moïse Novillon, quels sont les probables arguments juridiques que pourrait avancer Éric Ndoundete en sa faveur? Je vais avoir mon développement suivant 3 voire 4 axes. D'abord, le rappel et le rétablissement des faits. Et ensuite, évidemment, présenter la situation au sein, en fait, la situation du Parti Les Démocrates sur l'échiquier aujourd'hui et peut-être en revenir à votre interrogation, quels peuvent être les arguments, etc. Les faits, c'est déjà que à un moment donné, le président du Parti Les Démocrates a démissionné, c'est-à-dire le président Boni Yayi a démissionné et l'intérim du parti avait été confié à M. Éric Ndoundete, normalement et en toute logique parce qu'il en était le vice-président. Et l'autre situation, c'est qu'à un moment donné également, je crois courant le mois de mars, voilà, il y a un conseil national qui avait été convoqué et les membres n'ont pas pu s'entendre, notamment quelques ténors n'ont pas pu s'entendre sur les conclusions auxquelles ils devraient parvenir, surtout par rapport à la conduite à tenir en rapport à l'élection présidentielle qui était déjà en débat et également par la suite la gestion du parti, celui qui devrait en assurer la présidence. Donc ils se sont séparés en queue de poisson comme on dit. Certains ont claqué la porte et après ils se sont retrouvés au tribunal. Et quand ils ont été au tribunal, évidemment ils ont été déboutés, je pense fin avril, entre le 28 et le 29 avril. Finalement il y a eu un délibéré qui a débouté un camp. Et le camp qui a été débouté, c'est le camp notamment de Éric Ndoundete. Le camp de Éric Ndoundete disposait d'un délai de 1 mois pour interjecter appel, comme on dit. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre ce temps-là avec le temps de la justice. Je pense que dans le délai de 1 mois, certainement le clan Éric Ndoundete a interjecté appel, et donc il a fait valoir son droit. Et le calendrier judiciaire a programmé pour le 18 juin prochain, évidemment, une audience en cette matière. C'est ça la situation en présence. Et entre-temps également, par rapport aux faits qu'il faut restituer, Éric Ndoundete et avec son groupe ont créé, ont monté un pacte qu'on a appelé le pacte républicain, pour aller soutenir la candidature de Romuald Wardani. Et je ne pense pas, comme, et peut-être, je pense que je vais m'entendre avec Stéphane là-dessus, je ne pense pas que Éric Ndoundete ait déclaré son appartenance à la mouvance. Éric Ndoundete, avec son groupe, sont allés soutenir la candidature de Romuald Wardani pour l'élection présidentielle. Et nous, la lecture qu'on en a fait, et c'est normal, c'est tout à fait cohérent, c'est légitime, c'est juste, c'est que Éric Ndoundete est allé à la source, à la rivière. Étant donné que ça prenait du temps pour venir à lui, il a décidé finalement d'aller à la rivière. Donc, étant donné que Éric Ndoundete a toujours continué par revendiquer la présence du parti, la présidence du Parti Les Démocrates, on ne peut pas tabler d'emblée aujourd'hui que Éric Ndoundete est dans la mouvance. Par contre, Éric Ndoundete a dit qu'il a trouvé des raisons d'aller soutenir la candidature de celui, évidemment, qui est proposé par la mouvance au pouvoir. Donc, je pense que il sera très intéressant de repréciser les choses comme cela. Maintenant, nous, on se dit dans nos analyses que s'il veut être régulièrement cohérent avec sa personne et avec sa démarche, il aurait été plus décent de déposer sa démission du côté du parti Les Démocrates et d'aller déclarer formellement et officiellement, évidemment, son appartenance à la mouvance, au lieu d'être en train de disputer la présidence du parti avec certains militants, avec certains ténors, alors qu'il a déjà montré une certaine disposition d'esprit à rallier la mouvance. Le problème aujourd'hui,
et c'est peut-être pour venir progressivement vers votre interrogation, la vraie situation au sein du Parti Les Démocrates aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont dans le tiraillement là, n'ont appris qu'à faire ça. La vraie réalité, c'est qu'ils n'ont appris qu'à faire la politique. Sinon, ce que Nourenou Achadé et Eric Houndété sont en train d'afficher, c'est déjà une certaine proximité avec la mouvance à quelques nuances près. Tout ce qu'ils ont contesté, Nourenou Achadé, il a été voté le 12 avril dernier. Nourenou Achadé, il a reconnu et ils ont accepté que le candidat Romuald Wadaï, qui est par la suite devenu président, portait dans certains de ses projets, portait des idées qu'eux-mêmes ils portent. Et donc, à ce titre, ils ne voient pas pourquoi ils ne vont pas demander aux militants du parti, les démocrates par exemple, d'aller voter et de faire leur choix librement, même si ils ont eu de difficultés à dire clairement à qui il faut aller voter. Donc en réalité, ils n'ont appris qu'à faire ça. Et ils se retrouvent aujourd'hui en difficulté parce qu'ils sont dans une posture où ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si ils n'ont plus ça à faire. C'est de très grandes personnes, c'est des personnalités d'ailleurs. On ne cherchera pas à aller plus loin. On ne dira pas qu'ils n'ont pas appris un métier, ils n'ont pas appris un autre métier, ils n'ont pas d'autres occupations. Mais ce qu'ils affichent, c'est comme s'ils n'ont pas d'autre chose à faire si on leur arrache cela. C'est peut-être de plein droit, mais c'est le sentiment qui renvoie dans l'opinion, ça. Sinon, aujourd'hui, cela ne vaut vraiment pas la peine que l'on puisse continuer par se disputer la présidence, si ce n'est pas simplement pour nous, la présidence du parti, les démocrates, mais si ce n'est pas précisément pour nourrir les égos. Personnel, bien sûr. Et sur ce plan, si on envoie le débat sur ce terrain, j'accepte et je comprends. C'est humain de se dire à un moment donné, je me sens en posture légitime d'assumer la présidence du parti parce que j'ai apporté telle chose à la formation politique et je me sens en temps normal en posture, en position d'en assumer la présidence. N'oubliez pas, au début, bien sûr, de la constitution ou bien de la formalisation de ce parti politique, c'était Eric Houndété à la présidence. Et c'est toujours les questions de querelle et les tiraillements qui ont amené Boniaï à récupérer le parti pour essayer de sauver les meubles. Ça a fait le temps que cela pouvait faire. Mais il ne faut pas oublier également que le clan Nourenou Achadé se réclame héritier, parce que tous ceux qui sont en dispute, héritier naturel de ce qu'il peut rester du yaïsme. C'est-à-dire, oui, c'était les anciens de la FCBE, donc c'est eux qui étaient là, c'est eux qui ont fait véritablement la base même du Parti Les Démocrates, c'est eux qui forment la substance même du Parti Les Démocrates. Donc ils se disent qu'ils sont en légitimité d'en assumer la présidence. Ici ce matin, je ne vais pas avoir la prétention de faire le procès à la place de la justice. On ne va pas voir qui va avoir raison ou bien qui aura tort. Mais à quel scénario pouvons-nous nous attendre? Le scénario, c'est la justice qui va faire son travail. Nous, on n'a pas les éléments juridiques, on n'a pas les éléments techniques pour apprécier. La dernière fois, par exemple, quand ils s'étaient retrouvés devant la justice, on a fait le débat ici, on a même été interroger le règlement intérieur du Parti Les Démocrates, si vous vous rappelez très bien. Et on avait déjà dit qu'il y avait un clan qui semblait être dans ses droits de fonctionner tel que cela s'est passé là. On ne s'était pas entendu parce qu'on se disait également, et il a répété tout à l'heure Stéphane, et je le comprends et je suis d'accord avec lui parce que c'était la posture que les uns et les autres on avait adoptée ici sur ce plateau. Il disait qu'en toute légitimité, c'est-à-dire que lui il est dans l'émotion et dans la passion. Il voit en la personne de Eric Houndété quelqu'un qui est qualifié pour en assumer la présidence parce qu'il a raison. Par le passé, on avait déjà vu Eric Houndété dans cette posture. On a vu Eric Houndété vice-président. Normalement, quand le président est parti, c'est la vice-présidence qui devrait le suppléer et donc prendre la place légitimement. Sauf qu'il y a eu des procédures, il y a eu des étapes. Est-ce que les étapes là, la convocation du Conseil national, la façon dont le Conseil national a fonctionné, la façon dont le Conseil national s'est terminé, est-ce qu'ils sont en droit de fonctionner comme cela pour en désigner la présidence? Dans un premier temps, le tribunal a tranché pour dire oui. Et c'est la raison pour laquelle Nourenou Achadé a été confirmé. Maintenant qu'il y a le clan qui avait porté le dossier évidemment devant la justice ne se sent pas satisfait et a
interjeter appel, la même justice va encore récupérer les éléments en présence, je pense, réexaminer la procédure et revenir nous dire on ne va pas faire le procès à la place de la justice. C'est pourquoi j'ai pris le soin de rappeler les faits. Il ne veut pas se prononcer, je le lui concède. Je me suis prononcé, j'ai rappelé les faits. Je voudrais quand même dire que je comprends la posture de Moïse. Mais moi, je ne voudrais pas m'inscrire dans une logique de... Vous ne m'avez pas permis de le relancer, sinon j'allais le relancer. Je ne voudrais pas m'inscrire dans une logique de justification ou de contextualisation, mais je voudrais plutôt m'inscrire dans une logique normative. C'est pour cela que j'ai dit qu'en réalité, Éric Nkoundé était là dans sa posture actuellement. C'est vrai, quand on voit la contextualisation et la justification, on a presque été tous ici convaincus de la démarche de Moïse, ce qui est logique. Mais sur le plan normatif, là, quelqu'un qui rentre dans un groupe ou dit « je soutiens un candidat », qui ne déclare pas sa démission, il fait quoi? C'est du floutage. Il n'y a pas un autre mot, c'est du floutage. Maintenant, il ne peut pas soutenir un candidat qui gagne les élections et venir dire « je t'ai soutenu, tu as gagné, maintenant je repars dans l'opposition ». Sauf... Alors, non, il faut le préciser. Ils avaient été clairs. Non. Ils ont dit que le pacte... Vous n'avez pas encore, non, je veux juste l'aider. Vous n'avez pas encore la parole. Stéphane Arino Rosso, oui. Alors, quels sont les probables scénarios auxquels on pourrait assister? Scénario, là, je suis d'accord avec Moïse pour dire qu'on va attendre ce que la justice va dire. D'accord. Parce que la vie que j'avais, la justice, dans sa décision qu'elle a rendue, n'a pas été en accord avec ce que je pensais. Donc, tout avis personnel aujourd'hui... pas personnel au cas où. Oui. Suivez ma question. Oui. Alors, au cas où la justice donne un avis favorable à Éric Nkoundé, le plaignant, comment pourrez-vous l'analyser? Non, c'est pourquoi je disais, je l'avais dit... J'ai dit au cas où. Oui, j'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif que je ne comprends pas cette démarche de Éric Nkoundé. Même si il ne donc, sait selon pas vous, ce sera une aberration totale. Ça ne se comprendrait pas. Ça ne se comprendrait pas. Et c'est pourquoi, pour moi, il est quand même important de lever l'équivoque sur une réflexion que Moïse et moi, on est en train de faire ce matin. Dans sa contextualisation, dans sa justification, il a semblé dire que non, ils ont créé un groupe pour aller soutenir un candidat. Mais ne tournons pas autour du pot. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, moi, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Quand vous soutenez un candidat, là, et que le candidat gagne les élections, et que vous n'avez pas déclaré votre démission, vous faites quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes où? C'est une ambiguïté comportementale, c'est une ambiguïté de décision qui nous met dans une posture où, bon, on est là à tergiverser et à se faire manipuler par un acteur politique. Le jeu est clair, on sait. Éric Nkoundé est aujourd'hui du côté de la mouvance présidentielle. Il est avec Ouadaï. Ou bien, d'accord, il est d'accord avec son projet de société. Bon, il est d'accord. Tous les acteurs d'ailleurs, y compris les acteurs de l'opposition. Maintenant, il va faire quoi dans l'opposition s'il est d'accord avec son propre... Ça serait incohérent. Maintenant, Chadé ne l'a pas soutenu. On ne l'a pas vu au côté. On l'a vu au côté de Yaïm. Chadé a été... En fait, s'il vous plaît, si vous renvoyez la question vers moi, je vais vous dire... Non, je vais finir. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Donc, je dis que la position de Éric Nkoundé, moi, m'aurait convaincu si, en soutenant Romain Ouadaï, que Ouadaï gagne les élections avec son groupe-là, ils ont soutenu un projet, leur candidat a gagné, la continuité dans l'action ou la conséquence dans l'action voudrait qu'il soit aux côtés de ce président-là pour l'accompagner à réaliser ce projet de société-là. Maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il recherche en tiraillant encore la présidence du parti, les démocrates qui
pour le moment, n'a pas encore dit qu'il marque son appartenance à la majorité présidentielle. Cela veut dire que c'est une position floue, c'est une position ambiguë. C'est là, moi, la démarche que je mène ce matin. Et je suis Moïse Novillon. Oui, c'est ce que je voudrais arriver à cette conclusion. En fait, les politiciens sont en train de se jouer de notre intelligence à tous. Que ce soit Nouré Nouachade, que ce soit Eric Koundété, ils sont en train de... Les querelles, la guerre qu'ils sont en train de mener là, de se faire là, c'est seulement pour nourrir leurs personnes, les simples personnes, c'est-à-dire les individus. Ce n'est pas la guerre au nom du parti et ce n'est pas la guerre au nom d'un projet. C'est la guerre au nom des têtes. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont en train de se jouer de notre intelligence à tous. En fait, le groupe d'Éric Koundété, là, en formalisant ou alors en créant le pacte républicain, ils ont été clairs. Nous venons soutenir le candidat Romuald Wardani parce qu'on se reconnaît dans certains aspects ou alors dans la majorité des aspects de son projet de société. S'il prend le pouvoir et qu'il s'en écarte, on ne sera plus comptable. En fait, on ne pourra plus continuer avec lui. Ils l'ont dit à un moment donné. Ils l'ont dit pendant qu'ils faisaient les déclarations. Ils l'ont dit, si vous réécoutez les bandes et les rendus dans les médias, vous allez relire exactement ce que vous êtes en train de dire là. Et Nouré Nouachade et son groupe aussi, on finit par dire qu'ils deviennent modérés. Ce n'est pas pour vous arrêter, hein, mais je vous ai juste dit, en attendant que Romuald Wardani ne s'écarte de son projet là, Éric Koundété et son groupe là, ils seront où? Ils sont en observation. Ils sont où? Ils sont où? En observation. En observation où? Il faut être dans le repère, il faut être sûr. Pourquoi vous voulez les mettre quelque part? Je ne veux pas Ils sont en observation et ils sont en train de se disputer la présidence du parti Les Démocrates. Ça veut dire, ce qu'ils sont en train de faire là, tout le monde voit ça. Ils sont en observation et ils veulent la présidence du parti Les Démocrates. Vous ne voulez pas dire? Je ne veux pas dire quoi. Je dis ce que je vois. Moi, je ne fais pas de procès en sorcellerie, s'il vous plaît. Je ne rentre pas dans les esprits. C'est pourquoi souvent, j'aime repréciser les contextes, j'aime rappeler les faits pour poser mon raisonnement. Pour qu'on puisse être sûr qu'on est en train de suivre ce que les gens sont en train de faire et non on est en train de leur prêter des intentions. Ce que nous sommes en train d'observer, que les acteurs là, de les démocrates, Nouré Nouachade, que ce soit le clan Nouré Nouachade ou le clan Éric Koundété, c'est qu'eux tous, d'une certaine manière, sont devenus doux ou alors plus doux vis-à-vis de la personne de Romuald Wardani. De la trêve, par exemple. Ils n'ont pas encore évoqué la question de la trêve. Ils l'ont évoqué. Non, ils n'ont pas encore évoqué la question de la trêve pour justifier qu'ils soient devenus modérés. Ils l'ont évoqué. Non. Vous savez, sur la question de la trêve, ma position pour moi est claire. Il ne faut pas que les politiciens nous malmènent. On sait très bien quel est le contenu de la trêve. C'est pourquoi quand les gens s'accrochent sur la... Bon, effectivement, il faut nourrir les débats, il faut que les gens parlent, il faut que les gens puissent exister. Il faut trouver de quoi alimenter les discussions. Sinon, en réalité, cette histoire de trêve politique-là, les gens en ont récupéré juste pour tourner la machine, quoi. C'est tout. Sinon, le contenu de la trêve est clair. Vous n'avez pas cessé d'exister. Vous n'avez pas cessé de fonctionner. Et justement, c'est ce que je dis. On a juste mis dans la loi. Lors de leur dernière sortie, je pense qu'ils en ont fait cas. Si ce n'est qu'à leur dernière sortie, là, la question, ce que moi je dis, ce que je présente, les faits que je viens de rappeler là, ne remontent pas à leur dernière sortie, vont au-delà de leur sortie. Et je dis, au moment où ils ont commencé par devenir modérés, pas accepter le candidat de la mouvance et à se montrer un peu plus doux vis-à-vis de sa personne, ils n'avaient même pas encore évoqué la question de la trêve. Et la question de la trêve n'était pas encore en vigueur. Quand ils disaient qu'ils empêchaient pas leurs militants d'aller voter cette fois-ci, ils avaient fait ça par le passé. Quand ils disaient qu'ils n'empêchaient pas leurs militants d'aller voter cette fois-ci, on n'était pas encore dans la période de la trêve politique. Et la trêve politique en plus, c'est quoi? C'est juste vous assumez ce que vous dites, vous assumez ce que vous faites. Et si vous extrapolez outre mesure, il y a une nouvelle institution qu'on appelle le Sénat qui est capable de vous rappeler à l'ordre ce qu'il n'était pas possible de faire par le passé. C'est tout. On a dit par le passé, celui qui normalisait, l'institution qui normalisait, qui régulait un tout petit peu le paysage. Quand on l'a saisi, c'était la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle était limitée pour pouvoir statuer sur certains faits purement politiciens. C'est-à-dire, un politique va dire un mensonge quelque part, par exemple. Et vous l'interpellez, il vous dit que lui, il est en train de faire la politique.
Vous voyez, c'était difficile pour la Cour constitutionnelle de pouvoir statuer sur des situations en rapport avec l'éthique, la morale, la vertu, par exemple. Et donc, le Sénat dit, vous, acteurs politiques, vous êtes libres d'exister comme vous voulez. Mais si, au plan de la morale, au plan des valeurs, au plan de l'éthique, vous extrapolez, maintenant, il y a une institution qui a la possibilité de vous sanctionner. C'est tout ce que la trêve dit. Et donc, on ne peut pas s'accrocher à la trêve pour ne pas faire fonctionner les partis politiques. Et hier, d'ailleurs, on a fait ce débat ici. Quand on faisait le débat sur la nomination des ministres conseillers, je rappelais également que l'environnement politique ne meurt pas. Tout qui récupère comme un fonds de commerce, là, comme un nouveau business très politique, et on crée colloque, on crée symposium, on crée atelier, parce que je lis tout un... En fait, c'est juste que les gens veulent s'occuper, les gens ont besoin de faire le débat, et ils récupèrent un pan pour faire ce qu'ils veulent. Novion, quand nous regardons aujourd'hui l'ossature du parti, les démocrates et les responsables, les membres dirigeants ou même encore les membres de ce parti politique, je ne parle même pas encore des militants parce que les militants sont des gens qui sont sur toute l'étendue du territoire national. Mais ceux qui sont membres du parti, les démocrates et en l'occurrence les dirigeants aujourd'hui, quand nous allons retrouver Éric Rondeté gagner cette bataille et prendre la présidence, Éric Rondeté veut finalement diriger qui? Pourquoi vous voulez qu'on puisse retrouver Éric Rondeté? Alors, non, je suppose, dans l'hypothèse. Mais Éric Rondeté va dire... C'est le même débat que nous sommes en train de faire. Même si on déclare Éric Rondeté président du Parti Les Démocrates aujourd'hui, il y a un groupe avec lui. C'est avec un groupe qu'il est allé faire le pacte républicain. Donc ce groupe va revenir au sein du Parti Les Démocrates. Non seulement il y a ce groupe avec lui, et comment peut-on analyser ou apprécier ce comportement de ces hommes-là? Ils vont travailler à avoir de l'adhésion. Que l'on remette le parti, de toutes les façons, c'est une coquille vide. Tant qu'ils ne vont pas se restructurer, tant qu'ils ne vont pas se réorganiser, le Parti Les Démocrates est déjà sur le déclin, est déjà en train de mourir. Et ce n'est pas le Parti Les Démocrates uniquement. Toutes les formations politiques qui se sont dites de l'opposition jusqu'ici et qui ont montré leur incapacité à aller concourir et compétir avec les partis qui se réclament de la majorité au pouvoir et qui les ont battus dans les urnes sur le terrain, tant qu'ils ne vont pas se restructurer, que ce soit Tatampion qui prenne la tête ou un autre cafard qui prenne la vice-présidence, ça ne va pas produire un résultat. Outre que ce qu'on a vu jusqu'ici, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se réorganiser, de se restructurer. Si on remet le parti, la présidence du parti à Éric Rondeté, ou si on confirme, si la justice finit par confirmer Nourine Ouachadé, les deux auront toujours le même travail à faire. Rassembler tout ce qui est dispersé là en ce moment. C'est le chantier sur lequel on devrait les voir actuellement. C'est la raison pour laquelle, à l'entame de mon propos, j'ai été un tout petit peu peut-être dur ou alors peut-être sévère, oui, il faut le dire, en disant qu'ils donnent l'impression qu'ils n'ont pas d'autres occupations en dehors de gérer un parti politique. Sinon, le travail qu'ils ont à faire en tant que responsables, en tant que leaders, en tant que des personnes qui drainent du monde, après eux aujourd'hui, c'est de s'asseoir, de faire le bilan par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis 2019-2020. Avec le parti, jusqu'ici, de reconsidérer leur position, de regarder la situation des militants qui sont en prison. Ils ont des militants en prison, ils ont des militants qui sont allés en prison. Il y a des vieux qui ont besoin d'être en liberté et de s'occuper de leur santé, qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils disent qu'ils sont membres du Parti Les Démocrates. Que ce soit pour des raisons valides ou pas, c'est quand même la situation qu'ils présentent dans l'opinion, ça. Et ça devrait faire réfléchir ces leaders-là, ça devrait faire réfléchir ces responsables-là. Il y a des militants qui ont des ambitions légitimes, qui veulent aller à l'Assemblée nationale, qui veulent aller dans les municipalités, qui veulent aller dans les communes, qui veulent même aller à la présidence et qui ne peuvent pas parce que la situation du parti, au regard des tests en vigueur aujourd'hui au Bénin, ne permettent pas. Les leaders doivent être en train de réfléchir par rapport à ces situations-là, au lieu d'être en train de se traîner de tribunal en tribunal parce qu'ils veulent revendiquer, ils veulent diriger un parti qui peine à avoir ces marques qui n'existent pas aujourd'hui concrètement. Stéphane Achille Rosso. Oui, je voudrais quand même continuer toujours dans ma réflexion normative pour dire que, voyez, dans tout ce qu'on est en train de dire là, les acteurs politiques qui sont à la tête des partis politiques, est-ce que vous n'êtes pas en train de percevoir qu'ils n'ont aucun souci
de ce que peuvent ressentir ou pas Les militants. les militants. Ils s'en foutent pas mal. À la limite, ils se disent que bon, c'est eux qui orientent le mouvement des militants et que les militants seraient une sorte de bétail qu'on draine. Il n'aurait jamais été voilà. d'ailleurs. Qu'on conduit. Donc, moi c'est là encore mon problème. Vous voyez, tous ces militants-là, tous ceux qui ont cru en ce parti à un moment donné, qui étaient prêts à donner leur poitrine pour ce parti. Il y en a qui ont donné leur poitrine pour ce parti-là. Qui étaient prêts, même si on disait même... qui étaient prêts pour ce parti-là. Aujourd'hui, là, ceux-là, vous avez... Si vous êtes dans leur... Si on se met dans leur peau, là, qu'est-ce qu'on va dire de ces acteurs politiques-là? Est-ce qu'on peut nourrir un sentiment de fierté? Est-ce qu'on peut dire raisonnablement que ces acteurs politiques-là sont cohérents, sont conséquents? Est-ce qu'on n'est pas en mesure de dire que ces acteurs politiques, en réalité, ne se préoccupent que de leur poche, de leur ventre, de leurs intérêts, de leur position dans la société, dans la machine de l'État? C'est dommage ce à quoi nous sommes en train d'assister. C'est pour cela que j'ai toujours dit ici que quand on parle d'opposition, il faut faire attention. Les opposants là, ils s'opposent à quoi, par rapport à quoi et dans quelle intention? Si vous êtes opposant et que ce que vous défendez là, ce n'est que pour vos intérêts et que vous prenez seulement les préoccupations des populations comme des moyens détournés pour vous positionner dans la société, c'est dommage. Ce n'est pas ça la politique. Et donc, moi, le scénario auquel nous sommes en train d'assister par rapport à ce parti, les démocrates, c'est totalement, je veux dire, ce n'est pas politiquement correct, ce n'est pas politiquement décent. Et je veux dire qu'en réalité, je ne veux pas faire ici le procès ou rentrer, je veux dire, dans leur esprit pour faire quoi que ce soit, mais je suis en train d'observer les faits et de l'analyser sous le prisme, n'est-ce pas, donc, du ressentir des populations. Aujourd'hui, là, si Eric Oundete a soutenu un candidat et que son candidat a gagné, il serait préférable qu'il se range dans ce couloir. Si Nourène Achade estime que bon, il peut diriger un parti et qu'il est avec un noyau, on va attendre de voir ce que ça va donner par la suite. Parce que d'une manière ou d'une autre, comme Moïse le disait, le défi le plus important aujourd'hui, là, ce n'est pas une bataille judiciaire. Le défi le plus important pour les LD, ce n'est pas les querelles intestines, ce n'est pas renforcer les querelles intestines. Ce qui est le plus important, c'est comment faire pour que ce parti-là puisse renaître de ses cendres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Un parti qui est déjà fragilisé dans un contexte où on parle de trêve, on parle de si, un parti qui est totalement déjà absorbé par une horde de partis politiques qui est de l'autre côté. Donc, un parti dont on ne sait vraiment pas quel avenir se dessine devant lui. On ne réfléchit pas pour voir comment on fait pour remobiliser les militants, pour asseoir la base de ce parti, pour redonner confiance à ces militants. On ne fait pas ce travail et puis on s'embourbe dans une procédure judiciaire interminable à multiples rebondissements, comme si c'était de ça, n'est-ce pas, donc que les militants ont fondamentalement besoin. À un moment donné, ça ne fait pas sérieux. Vous savez, c'est déjà très difficile pour les partis. Pour finir avec le sujet. Oui, bien sûr, c'est déjà très difficile pour un parti de l'opposition d'exister dans le contexte qui est le nôtre. C'est déjà très compliqué pour ces formations politiques-là d'exister parce que ils n'ont pas immédiatement d'avantages à distribuer. Vous savez comment cela fonctionne dans notre réalité. Et comme ils n'ont pas immédiatement d'avantages à distribuer, ce qu'ils peuvent offrir aux militants, c'est tout au moins la sérénité. C'est l'espoir qu'ils sont capables d'entretenir et de susciter auprès de ces militants-là. Le spectacle qu'ils sont en train d'offrir là,
ne permet pas ce que les militants puissent être sereins et leur rester véritablement fidèles. Encore qu'on connaît l'environnement du militantisme chez nous. On sait comment on a les militants chez nous. Ce sont les mêmes qu'on a convoqués sous la bannière du logo, peut-être orange, le matin. Les mêmes qu'on retrouve sous une autre bannière de logo de couleur verte le soir. Nous le savons très bien, ce sont des réalités qui sont des réalités de chez nous, qu'on vit, qu'on pratique au quotidien. Donc on sait comment l'environnement de la partisanerie fonctionne chez nous. Maintenant, si les leaders, dans cette posture, dans cette situation, qui est déjà un tout petit peu complexe, étant donné qu'ils n'ont même pas de... Vous avez vu, si les politiciens qui ont la bourse, qui tiennent la bourse, décident de vous sevrer, ils vous sèvrent. C'est comme on leur a fait. Vous savez, on a dit qu'on devrait financer publiquement les partis politiques. Quand on a décidé de fermer le robinet, on a fermé le robinet. Ils ont dit, ils ont été devant la justice, ils vont porter plainte. On ne sait pas si ça a déjà produit du résultat. Dans cet environnement-là, est-ce que c'est des guéguerres qu'il faut continuer par entretenir avant, si on veut véritablement sauver les meubles, parvenir à maintenir quelque chose pour pouvoir... En fait, c'est comme si la guerre, c'est juste pour avoir le titre de leader de l'opposition ou alors de responsable de l'opposition et à ce titre, peut-être obtenir quelques privilèges, quelques avantages, se faire inviter à des rencontres et se draper dans son boubou comme on sait le faire et aller s'asseoir et prétendre être acteur politique et être acteur politique de l'opposition. C'est tout. Sinon, dans la réalité de la situation que nous avons aujourd'hui au Bénin, les partis comme les démocrates et autres et assimilés, en fait, qui embouchent les mêmes trompettes comme eux là, leur existence est devenue problématique. Vous avez vu, le peuple béninois a compris beaucoup de choses. Vous avez vu quand on a organisé les différentes élections, comment en majorité, les Béninois ont fait leur choix. C'est-à-dire qu'ils ont démontré en quoi est-ce qu'ils ont foi, en quoi est-ce qu'ils sont en train de croire actuellement et qui est-ce qui est en train de les convaincre sur l'échiquier politique national. Et donc on n'a plus besoin en réalité, si on veut continuer par exister en tant que groupe, il faut faire la paix des braves, comme on le dit. Il ne sert à rien d'être en train de se tirer, de se traîner de procès en procès, juste parce qu'on veut nourrir des querelles et des égos personnels. Ils sont là, ils sont en train d'observer l'environnement, le temps peut-être de revenir avec les mêmes discours pour essayer d'embobiner encore la masse. Deuxième sujet. CEP, BPC et baccalauréat, les filles bousculent les chiffres. Les réformes de talent ont payé selon nos confrères du quotidien Le Béninois Libéré. Alors ma question, Stéphane Arino-Rosso, quels sont les indicateurs qui pourraient aujourd'hui permettre d'affirmer que les filles bousculent les chiffres et que ce sont les différentes réformes entreprises par l'ancien président de la République, Patrice Talon, qui paient? Oui, merci Carole pour cette question. Effectivement, pour déjà démontrer que les filles bousculent par rapport à ces différents examens de fin d'année, il faut déjà recourir aux chiffres pour voir un peu. Et quand je me réfère à l'article publié par les confrères du quotidien béninois Libéré, j'observe qu'il y a eu déjà, par rapport au CEP, le nombre de filles en 2000, je crois, bon, je ne vois pas bien les chiffres, mais c'est que déjà pour le CEP, on a noté une augmentation, je crois, de près de 42%. On n'a pas une augmentation, mais on est passé à 42% par rapport au BEPC. On a eu une augmentation de 49% de participation du taux de filles. Et par rapport au baccalauréat, on a également eu, je ne retrouve pas le chiffre, je vais peut-être y revenir,
Donc, Moïse aura le temps de mieux chercher et de nous revenir par rapport aux précisions sur les chiffres. Oui. Donc, il y a eu une bactérie de mesures qui ont été prises, qui ont permis d'assister à un accroissement, n'est-ce pas, donc, du taux de participation des filles à ces différents examens. Au nombre de ces mesures-là, on peut déjà citer la gratuité des frais de scolarité pour les filles au premier cycle du secondaire. Aujourd'hui généralisé. Généralisé. On a eu le programme de protection sociale du projet Suède qui permet de maintenir les filles à l'école. Il y a le programme de distribution de ressources aux filles qui sont... Des sous, une somme. Une somme. C'est le programme Bessoké, bien sûr. Le programme Bessoké qui quand même alimente ces filles-là, leur donne quelques ressources. Donc autant, n'est-ce pas, donc, de mesures qui ont contribué à améliorer le taux d'inscription des filles à l'école et leur maintien jusqu'à leur participation aux différents examens. Maintenant, c'est qu'il ne faut pas tout mettre à l'actif, n'est-ce pas, donc, du président Patrice Talon, hein, parce que ce n'est pas aussi inédit que ça. C'est vrai que le président Patrice Talon, l'ancien président de la République, Patrice Talon, sous son règne, sous sa gouvernance, je veux dire, ces mesures-là ont été renforcées. Hein, sinon, déjà avec l'ancien président Thomas Boni Yahi, on a vu des mesures également qui ont été... la gratuité a démarré avec lui. Donc, il a quand même contribué à ça. Et aujourd'hui, l'actuel président Romuald Wardai a continué dans la même dynamique en généralisant pratiquement cette mesure dans l'enseignement technique et au second cycle de l'enseignement général. C'est tant mieux aujourd'hui de voir que il y a un fort taux de scolarisation des filles, ce qui va permettre forcément de renverser la tendance à laquelle on avait toujours été habitué. Et on a compris que ces filles-là, nos prédécesseurs ont quand même péché contre les filles, parce que ces filles-là, quand on les met à l'école, quand on les suit, elles excellent très bien dans leur domaine. Et donc, il faut poursuivre dans cette dynamique-là. Et si on le faisait, c'est que dans les prochaines années, on aura beaucoup de femmes au niveau des instances de prise de décision, des instances de gestion, n'est-ce pas, donc, de notre pays. Oui, Stéphane, il voulait que je fasse le complément d'informations par rapport aux en matière des données, des chiffres. Eh bien, je ne vais pas pouvoir peut-être rentrer dans beaucoup de détails parce que ne travaillant pas à l'Instat, je pense, non, l'Institut national de la statistique et de statistique et de démographie, mais je pense que les données mises à disposition par l'UNESCO également et le ministère dans la globalité, les filles récemment au brevet d'études, par exemple, ont franchi la barre des 49% en termes d'inscription au brevet d'études du premier cycle, au BPC. Vous voyez, c'est très important. C'est carrément à égalité avec les hommes. Si elles passent 49%, ça veut dire qu'elles sont déjà dans 50%. Et l'autre partie, ce sont les garçons qui comblent. Également, au baccalauréat, on a passé la barre également. Les statistiques indiquent que plus de 35 000 filles sont inscrites également au baccalauréat. Vous voyez également. Donc, ça veut dire que comparativement à ce qu'on observait par le passé, jusqu'ici, les filles de plus en plus sont à l'école. Le problème, il faut quand même évaluer le taux d'achèvement, c'est-à-dire dans le cursus, les filles qui parviennent à aller jusqu'au bout. Au primaire, c'est encore très bien, 70% chez les filles, par exemple, en termes de taux d'achèvement, contre 77% pour les garçons. Ouais, c'est très important, jusqu'à 70% de filles vont jusqu'au bout au primaire. Le cycle du secondaire, environ 35%.
depuis, contre 39% chez les garçons également, vont jusqu'au bout du cursus dans le secondaire et au niveau supérieur, on trouve 8% pour les femmes contre 15%. Je précise que ce sont les données de l'UNESCO qui sont disponibles, que les uns et les autres peuvent consulter. Je précise également que c'est des statistiques qui sont actualisées par an, donc qui sont annuellement actualisées et donc par le ministère, par les différents ministères sectoriels et également par les structures habilitées, les structures qualifiées. Oui, on ne refera pas le débat. Les filles sont à l'école. On sait que les filles vont à l'école. Les filles progressent, mais est-ce que la qualité de l'enseignement et le niveau de ces filles-là répondent à ce que, aux attentes ou bien aux besoins, La qualité de l'enseignement, là, c'est un autre débat. Par contre, oui, la qualité de l'enseignement, les filles suivent la qualité de l'enseignement en présence. Il ne faudrait pas que seulement les filles soient à l'école. Il faudrait que ces filles aient un bon niveau. Les filles sont à l'école du Bénin. C'est-à-dire ce que l'école du Bénin offre là. Oui. Les filles sont dedans et les filles l'assimilent. Je dépasse ce titrage de ce matin. Bien sûr. Si vous voulez dépasser, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est un autre débat. Si on veut rentrer dans le débat de la qualité de l'enseignement, c'est carrément un autre débat. Et en toute franchise, moi, je vais ouvrir une fenêtre. S'il vous plaît, j'irai jusqu'au bout et après vous pouvez ouvrir une porte. Oui, allez-y. Oui, donc je disais, je ne veux pas rentrer dans le débat de la qualité de l'éducation ou alors de l'enseignement dans la globalité. Et je ne suis pas, c'est pas que je n'ai rien à dire, mais je ne suis pas très outillé pour aller dans beaucoup de détails sur ce plan. Par contre, ce que l'école du Bénin d'aujourd'hui offre là, les filles béninoises sont dedans, les filles béninoises l'assimilent. C'est très important. Et je l'ai déjà rappelé, ou bien je l'ai déjà souligné une fois, que dans une autre vie, j'étais dans les classes comme enseignant. Et j'ai déjà pu constater la réalité, que les filles, non seulement elles sont dans les classes, mais les filles travaillent. Comme on le dit dans la rue, la blague à part. Dans les classes aujourd'hui, si vous interrogez les enseignants, si vous faites une petite enquête sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous dire, c'est vrai, il n'y a pas que, tout n'est pas forcément parfait, tout n'est pas rose. Mais dans les classes, s'il faut hiérarchiser de 1 à 10, vous allez trouver forcément 4 à 5 filles. Parfois, vous allez même trouver jusqu'à 8 filles qui tiennent la tête. Les filles sont dans les classes et les filles travaillent très bien. Et donc, oui, les filles sont à l'école. Oui, les filles répondent. Et vous pouvez voir également sur le terrain comment c'est facile aujourd'hui, en termes de déploiement des compétences, de trouver des cibles filles. C'est-à-dire que de pouvoir trouver des femmes à promouvoir, à mettre à tel endroit, à qui il faut confier telle responsabilité ou telle autre responsabilité. Elles sont nombreuses aujourd'hui et ça c'est une très bonne chose. Peut-être qu'on va passer d'une société patriarcale bientôt à une société, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, matriarcale. Et c'est une très bonne chose parce que nous on commence à devenir jaloux dans une certaine mesure, nous les hommes. Il y a tellement de discrimination positive. Vous attendez tellement le 50-50 que vous n'aurez jamais. Non, moi je ne parle pas de 50-50 d'ailleurs. Moi je parle même qu'il faut décharger les hommes et confier. Parce qu'on confie tous les privilèges, on confie. Toutes les discriminations sont en faveur des filles aujourd'hui. Les filles prennent. En voulant corriger une injustice, on en crée. Les filles arrachent les emplois aujourd'hui. Cette allure-là, dans 20 ans, on va créer une institution nationale pour les hommes. Je ne sais pas si on va en arriver là. On va en arriver. Mais franchement, ce que moi je veux dire, dans 20 ans, il y a de fortes probabilités que les responsabilités qui sont dévolues aux hommes aujourd'hui puissent normalement être réattribuées aux femmes. Mais est-ce qu'il y a encore un métier que les filles n'exercent pas aujourd'hui? Les filles sont dans tous les domaines aujourd'hui et c'est ce qui est bien. Et c'est normal que la compétition soit rude et qu'il n'y ait plus... La compétition n'est pas équitable. Non, le problème c'est ceci. La compétition commence par être faussée. C'est la notion de compétition là qu'il faut exclure. Parce que compétition suppose que tout le monde part sur le même pied d'égalité. Mais là, on ne à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on donne des sièges aux femmes. Dans les emplois. Auparavant, nous n'y avons pas pensé et laissent les filles à la maison et privilégient les garçons. Il faut comprendre. C'est cette injustice qui emmène. Non, je veux dire quelque chose. Oui, il faut aller à la source de l'injustice qui est créée aujourd'hui. Je ne veux pas. C'est une ancienne injustice comprenons.
est à la base Madame ou qui est la Carole, cause de cette injustice que nous essayons de corriger. Madame Carole Olaye, Oui, allez-y. je voudrais dire clairement Ouais. et de façon péremptoire Mhm, que mhm, il ne faut pas croire mhm, que c'est notre société qui est coupable voilà. de la situation dans laquelle, à un moment donné, on a vu les filles. Mais écoutez, c'est la Et les femmes. l'autre Non, 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 réalité. non, Il vient de le dire. permettez-moi Allez-y. d'aller au bout. Allez au Parce bout. que bien souvent, on fait ce procès, mais je trouve que ce procès-là est un peu vicieux. Écoutez, quand on prend la langue fond de chez moi là, qui dit Nyonu Hwesi, Sunu Glegbenu, la langue fond est en train de dire implicitement que c'est la femme qui est la reine, la mère, Patronne. la patronne de la maison. Autrement dit, c'est-à-dire que on positionne la femme en première ligne. C'est elle qui gère, c'est elle qui gouverne. Et c'est pour ça, je veux- au nom de cette réalité, je veux que en ces, finir. on Je veux- empêche je- ces filles, ces jeunes filles, Je veux- qui sont je- des futures femmes, à aller à l'école, Permettez-moi d'aller. pour qu'elles restent à la maison et qu'elles gèrent la maison. Permettez-moi. Elles sont la patronne de ces maisons-là. Permettez-moi. Aujourd'hui, on décide que ça Permettez-moi. change. C'est ce qui justifie ma présence sur ce plateau. Très bien, je peux Oui, allez-y. finir. Donc, après, quand vous rentrez dans certaines réalités de nos couvents où on dit non, les femmes n'y ont pas assez, les femmes n'ont pas, mais il y a des réalités où, à un moment donné même, c'est des femmes qui sont même bien cotées, bien positionnées. Qu'est-ce qu'un chef de collectivité peut faire dans une maison familiale sans le tassino ou le taïno? Ce n'est pas possible. Qui fait la prière? Même dans le palais. C'est la même chose. La femme est cotée. Le problème, c'est que, à un moment donné, dans la répartition, n'est-ce pas, donc, des tâches, et ce n'est pas un problème Il y typiquement... a eu une égalité. Ce n'est pas un problème... Il y a une égalité. Voilà, c'est pas un problème typiquement C'est pas un problème typiquement africain, béninois, non. Déjà, même dans la Grèce antique, avec Platon, ce problème d'inégalité entre hommes et les femmes se posait. Donc arrêtons de croire que c'est parce qu'on est béninois. Non, c'est un problème naturel. Cette inégalité-là est une inégalité naturelle. Qu'on essaie de corriger. Maintenant, on est en train de faire l'effort parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont profité pour en mesurer, pour dépasser les limites. Hein? Par exemple, on dit que telle fille est adepte de telle divinité. Et ça, c'est des problèmes de conception, de perception de la vie à un moment donné. Maintenant, on est en train de corriger la pente progressivement. Alors, on est heureux. qu'est-ce qui vous gêne? Non, pas du tout. Pas du tout. qui va nous gêner? On est même heureux. On est même heureux pour nos filles, pour nos sœurs, qu'elles soient, n'est-ce pas, donc dans cette posture-là aujourd'hui. Mais en même temps, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de restaurer les filles, les femmes, tout ça. On est content. Dans leurs droits. Dans leurs droits, on est content. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que des droits. Parce que le fait de renforcer l'idée de droit, Je sais là où vous voulez revenir. il finira par Et y je vous avoir, attends. il finira par y avoir un déséquilibre. Parce que les droits supposent des devoirs. Les deux vont de pair. Donc si on insiste sur les droits, insistons sur les devoirs. Parce qu'en n'insistant pas sur les devoirs, il y aurait des déséquilibres qui vont se créer, des problèmes qui vont se créer, et on ne serait plus en mesure de pouvoir gérer véritablement. Quels sont les problèmes là? Écoutez, Très rapidement. lorsque vous dites, je prends l'exemple d'un couple, terre à terre. La femme a des droits, mais en même temps, elle a des devoirs. Je sais que c'est la finalité. Elle a des devoirs. Mais si la femme ne crie que des droits, comme si celui à qui elle est en train de parler... En tout cas. Non. En tout Bref, cas. ça c'est une parenthèse, mais je veux dire La que... finalité de tout ceci, c'est que Aujourd'hui- lorsque les filles seront maintenues à l'école,
elles pourront finir leur cursus scolaire, universitaire, pourront avoir un emploi ou s'auto-employer et par ricochet seront des femmes indépendantes financièrement, autonomes financièrement. Et ça, il n'y a Et pas ça, il faut absolument aller au bout. Je vois comment vous vous passionnez quand on amène ce genre de débat. Le débat non, des filles. sérieusement, aujourd'hui, la femme Moi, doit être indépendante pour éviter des humiliations, pour subir certaines humiliations. Mais ce n'est pas que les femmes qui subissent des humiliations. Hein. Il y a des hommes qui subissent des humiliations. Parce que quand on dit qu'il y a des pesanteurs, moi je vais finir rapidement. Le débat que si, tout le monde quand on dit que les femmes subissent des humiliations, il y a aussi des hommes qui subissent des humiliations. Les pesanteurs, ce n'est pas seulement sur les femmes. Moi, je salue il y a aussi sur les hommes. Aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un homme qui va au commissariat? Est-ce que vous voyez un homme qui va au commissariat, qui va se plaindre pour dire que ma femme m'a frappé, j'ai des cicatrices? Vous avez vu ça quelque part? Non, je ne veux même pas. Ça, c'est des violences. Non, je ne veux même pas. Parce que les gens ont tellement, tu vas dire, on a tellement donné des dimensions à certains faits que, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle, quand le blanc a commencé par mettre en avant la question sur la violence basée sur le genre, chez nous, étant donné qu'on n'a pas de problème de genre chez nous, c'est maintenant qu'on a commencé par avoir ces problèmes, que ces réalités-là ont commencé par venir chez nous. La seule chose que les gens pouvaient trouver, c'était les violences dans les ménages. Et systématiquement, quand il y a violence dans les couples, on dit violence basée sur le genre. Sinon, on n'a pas de problème de genre chez nous. Chez nous, on a toujours su que les garçons sont des garçons et que les filles sont des filles. C'est ailleurs que les gens ont commencé par mettre d'abord en avant la possibilité pour des hommes de devenir des femmes et pour des femmes de devenir des hommes. C'est des droits et qu'on reconnaît ailleurs, que la loi reconnaît pour des gens. On n'est pas dans ces considérations. Mais vous savez très bien que pendant longtemps, il y a eu cette confusion-là qui s'est installée. Et même vous allez voir de personnes bien instruites qui ont toujours entretenu et continuent d'entretenir cette confusion-là jusqu'à aujourd'hui. Le débat qu'on refuse de faire, c'est que c'est une bonne chose que d'envoyer les filles à l'école. C'est une très très bonne chose. C'est une bonne chose que de... Il ne peut en être autrement. Et il ne peut en être autrement. C'est de l'ordre même de la société. Je ne vais pas rentrer dans la Grèce antique, je ne vais pas rentrer dans l'époque pythagoricienne et autres comme... Mais les documents existent. On sait très bien, même dans les religions, on sait quelle a été la responsabilité de certaines grandes religions dans le rôle et le statut qui a été dévolu aux femmes à travers l'histoire. Dans ce qu'on a attribué aux femmes comme responsabilité, comme limite à travers l'histoire. Le débat, c'est que là où nous sommes en train d'aller, là, le fait que tout soit dans la discrimination positive, c'est sacrément une bonne chose. Par contre, oui, cela implique des responsabilités. C'est le débat des responsabilités qu'on ne fait plus. C'est sur ce terrain-là qu'on ne s'entend plus. Parce que si vous, par exemple, vous dites que vous avez l'obligation d'aller à l'école, d'avoir un boulot, d'être sur le plateau avec nous ici tous les matins, tous les jours comme on est en train de le faire, c'est une très bonne chose. Mais dans le même temps, là, le fait que vous ayez un boulot, une responsabilité professionnelle qui vous permette peut-être d'avoir, qui vous permette d'avoir une rémunération mensuelle, là, vous oblige parce qu'en contrepartie, c'est des charges supplémentaires. Si vous avez laissé des responsabilités que vous devriez accomplir, si nous deux, nous avons laissé des responsabilités que nous devrions accomplir à la maison ce matin avant de nous retrouver ici, par exemple, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être quelqu'un d'autre est en train d'assumer cette responsabilité-là. Et c'est là qu'il faut suivre la présidente de l'INF. Elle fait un travail pédagogique extrêmement important ces dernières semaines. Et je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut que les gens puissent savoir, parce qu'il faut commencer par préparer les filles. Le problème que les garçons ont avec les filles aujourd'hui se situe à ce niveau-là. Tout le monde sort pour aller travailler. Certaines personnes gardent leur argent pour elles et disent que leur argent ne peut pas servir à faire autre chose que de s'entretenir elles-mêmes et que personne n'a le droit de regarder dedans. Mais vous êtes déjà, non? Sinon, c'était vous qui alliez l'entretenir également. Mais on dit la même chose. On ne s'était jamais
D'une manière ou d'une autre, nous, on ne s'était jamais ce n'est plaint. que des avantages. Nous, on ne s'était jamais De plaint. voir aujourd'hui les femmes. On ne peut pas vouloir une chose. C'était on peut pas ça le vouloir une débat. chose sans contraire. S'il vous plaît. On ne peut pas vouloir une chose sans contraire. C'était pas le débat, mais je sais On peut que vous pas vous vouloir passionnez une chose- beaucoup pour ce on sujet. peut Quand pas ça vouloir une arrive, chose sans contraire. souvent, sous cet angle, vous êtes très intéressé, vous montrez beaucoup intéressé, vous avez Je ne beaucoup me moque pas, d'inspiration. c'est Stéphane qui a commandé tout ce plateau-là. Mais c'est bien d'envoyer les filles à l'école. Et au Bénin, les filles sont en train d'aller à l'école. Les gouvernements successifs font beaucoup d'efforts. Le président Patrice Talon a fait beaucoup d'efforts. Le président Romuald Douada a déjà démontré sa disponibilité ou alors sa Et c'est ça qu'il disposition. faut plus saluer parce que là, l'impact serait encore plus. Il faut saluer, il faut féliciter, il faut faire tout possible. L'impact au plan social et économique Il faut faire tout possible. dans 7 ans. Bien sûr. Imaginez. Maintenant, les Le garçons, nombre de femmes qu'on aura. les garçons n'ont rien fait à la société. Donc, si on fait beaucoup pour Voilà. les filles, Il faut il faire- faut également faire. Stéphane Arrive. Il faut également Sinon, en faire merci. pour les garçons. On commence à devenir jaloux. Est-ce que- Et est-ce que- il faut le dire ouvertement. Est-ce moi, que j'ai celui le qui a courage de le accouché dire. un garçon ou bien 2 garçons, 3 garçons a tort? En tout cas, Oui. merci au gouvernement pour ces réformes Qui permet de maintenir les filles à propulse- l'école, Voilà. qui permet également d'avoir également des filles et qui auront forcément des impacts sociaux, Économiques économiques énormes, dans oui. quelques années. non, qui ont déjà Surtout des ça. impacts là. Oui, ça C'est a même surtout commencé. ça. Ça a même Les commencé. femmes rivalisent sur tous les plans avec les Avec hommes les aujourd'hui, hommes, et ça, c'est vrai. une très bonne chose. Ça, c'est vrai. Maintenant, il faut leur faire entendre le droit. Merci Parce que les Moïse femmes ne lisent pas le Novion, code par exemple de la merci famille. Stéphane Arrive Rossou.